Merci d'être là tous deux. Et merci donc, bienvenue à chacun et bienvenue à ceux qui nous regardent sur le web. Pour introduire, j'ai envie de dire, ce soir vous avez confié vos 3 enfants, Arthur, Sibylle et Louise, à une babysitter. Et si vous les avez laissés à une babysitter, c'est pour nous partager un peu de la vie de Gaspard et de votre vie avec Gaspard, votre quatrième enfant, qui est né le 30 août 2013. Et donc un an plus tard, c'est en 2014, vous avez appris qu'il était atteint d'un syndrome. Le syndrome, alors je ne connaissais pas ce nom, de Sandorf, vous nous direz peut-être tout à l'heure, mais en tout cas une maladie incurable qui faisait que vous saviez que sa vie allait être courte, et de fait elle l'a été, puisque le 1er février dernier, Gaspard nous a quittés, il est entré dans la lumière de Dieu, il avait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voilà, alors j'allais dire spontanément, et je crois que c'est vrai, c'est une vie courte, et on peut dire une histoire douloureuse. Mais ça n'est pas que ça, la vie de Gaspard, et si on en reste là, on enlèverait quelque chose qui est aussi mystérieux, c'est que c'est aussi une vie mystérieusement féconde. Voilà. Et c'est vrai que vous l'avez découvert au fur et à mesure, cette fécondité de la vie de Gaspard. C'est vraiment une vie pleine, on peut dire, une vie pleine, une vie entière. Et ça a été le cas tout au long de sa vie. Et je crois que vous allez nous en parler, mais c'était le cas depuis sa mort aussi. La fécondité de Gaspard n'a pas cessé. Et l'histoire est belle aussi, elle est féconde, entre autres parce que dans cette histoire douloureuse, vous avez choisi d'ouvrir une page Facebook et de partager un peu de ce que vous viviez avec Gaspard. Et cette page a été suivie, je crois qu'il y a plus de 120 000 personnes, hein, c'est ça, qui la suivent, et qui est un lieu où on pleure, mais un lieu aussi où on se réjouit, un lieu où on partage beaucoup d'humanité, beaucoup d'espérance aussi, et c'est un peu une sorte de communauté d'amour, une grande communauté d'amour, mais quelque chose oui, une communauté au sens d'une famille, quoi, qui s'est rassemblée, certes très nombreuse, certes à travers un média qui est Facebook, mais une vraie histoire de rencontre qui s'est passée autour de Gaspard, avec des histoires, et vous le direz, voilà, Gaspard a changé la vie de beaucoup de monde, et la vôtre notamment, en commençant par la vôtre. Voilà, et d'ailleurs je trouve ça touchant, mais vous avez écrit sur la tombe de Gaspard: je passerai ma vie au ciel à faire le bien sur terre. Je passerai mon ciel à faire le bien sur terre. Et c'est, on le sait, la phrase que la petite Thérèse de Lisieux a formulée avant de mourir. Et Dieu sait si la petite Thérèse continue, on le sait, à faire du bien sur terre ô combien aujourd'hui. Et donc Gaspard porte cette même mission. Voilà, donc merci de nous partager cette vie avec Gaspard, cette vie de Gaspard. Donc on aura deux étapes dans cette soirée. Vous allez nous parler pendant une petite heure. Vous allez, au bout de la petite heure, nous passer un petit film qu'on regardera. Et puis on fera, non pas une pause, mais vous pourrez poser des questions par écrit, mais je vous expliquerai comment tout à l'heure. Et moi je poserai les questions que vous aurez mis par écrit à Benoît et Marie-Axel jusqu'à, voilà, pendant... Pas après 22h15, c'est toujours comme ça. Avant, possiblement. Voilà, merci, immense merci Benoît et Marie-Axel d'être là. Je vous laisse et je ne sais pas si vous préférez parler. Oui, c'est toujours mieux avec. Merci. Merci beaucoup Philippe de nous avoir si bien présentés. On n'ose pas passer après vous. Alors... Déjà, je vous remercie grandement de nous avoir fait confiance. Je remercie aussi toute l'équipe de l'OCH, l'équipe de communication, d'avoir pu réaliser ce projet qu'on avait de venir à votre rencontre. Voilà, parce que nous aussi, on s'est appuyé sur l'OCH pendant l'épreuve. Alors, on se présente un petit peu plus. Voilà, donc Benoît et Marie-Axel Clermont, nous avons 4 enfants. Et nous sommes âgés respectivement de 36 et 32 ans. Benoît est militaire dans l'armée de terre. Et j'étais mère au foyer pendant 10 ans. J'ai repris des études d'éthique biomédicale à la faculté du Centre-Sèvres de Paris. Voilà, donc nous avons effectivement 3 enfants sur la terre et un enfant au ciel. Arthur, notre aîné, est né en 2006. Sibylle est née en 2008 et Louise est née en 2011. Ce soir, non pas que nos 3 aînés ne soient pas importants, on va plus vous parler et vous confier de la vie de notre Gaspard, qui est né le 30 août 2013. Alors Gaspard est né à Rennes, la ville où nous habitions grâce au métier de Benoît. Et il est né un jour tout rempli de soleil, tout
rempli de lumière. Et beaucoup de nos amis nous ont félicité ce jour-là d'avoir la grâce d'accueillir en notre foyer 2 garçons et 2 filles, soit doublement le choix du roi. Voilà, alors effectivement, on était très heureux et très fiers d'accueillir ce petit garçon. Et c'est justement voilà, pour cela qu'on est là ce soir. Et c'est pour témoigner de tout ce que Gaspard a apporté et tout ce que Gaspard a changé dans nos vies. Parce qu'il a été voilà, un grand témoignage et empli de leçons. Alors, pour reprendre un petit peu plus sa vie précisément, Gaspard était un petit garçon tout à fait normal la première année, dans le sens où voilà, c'était notre petit garçon qui était tout gentil, tout adorable. Il n'y avait pas vraiment de choses qui m'inquiétaient. Si ce n'est au bout de ces 3 mois, j'avais l'impression qu'il respirait toujours par la bouche. Et effectivement, il y avait ce petit détail qui commençait à m'inquiéter, parce qu'il avait un petit bout de langue, voilà, toujours sorti, et il respirait comme ça par la bouche. Et là, je me disais que c'était déjà un petit bémol dans ce qui devait être normal. Voilà. Alors, mon instinct maternel m'a fait amener Gaspard chez plusieurs médecins généralistes qui m'ont successivement rassurée, en me disant que c'était normal que Gaspard s'assoie pas tout de suite, c'était normal que Gaspard ne se retourne pas d'un côté ni de l'autre. Il y avait plein d'enfants qui se tenaient pas debout à 9 ou 10 mois. Et je me suis... voilà, j'ai continué à être tout de même angoissée, à continuer à le dire. Et enfin, un médecin homéopathe m'a dit que voilà, le cas de Gaspard dépassait ses compétences et qu'il fallait maintenant que je me tourne vers des spécialistes parce que effectivement, lui n'arrivait pas à bien le comprendre. Et voilà, c'était la première personne qui m'alertait et qui me disait voilà, continuez à chercher parce que vous avez raison de vous inquiéter. Alors on a multiplié des tests pour arriver jusqu'à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, parce qu'on venait de déménager. Benoît a été muté à Paris, donc on habitait à Rueil-Malmaison. Et en allant à l'hôpital de Garches, la neuropédiatre qu'on a rencontrée nous a dit qu'elle allait entreprendre des tests sanguins et génétiques. Et donc voilà, on était sur la route des tests sanguins pour comprendre ce qu'avait Gaspard, parce qu'effectivement, elle confirmait que son hypotonie sévère, c'est-à-dire un manque de tonus musculaire, n'était pas censé être aussi grave à son âge. Voilà, alors en allant également chez l'orthophoniste, chez l'orthoptiste, on a fait un fond d'œil et l'ophtalmo a confirmé ce qu'on craignait, c'est-à-dire que Gaspard avait ce petit œil avec le nerf optique assez visible sur la paroi trop blanchâtre de son fond d'œil. Ça signifiait qu'en fait l'œil était ce qu'on appelle un œil rouge cerise, et quand l'œil est dit rouge cerise, c'est qu'il y a effectivement des troubles du métabolisme, merci, chez notre enfant. Donc voilà, alors progressivement on a découvert que Gaspard était atteint de plusieurs petites choses comme ça. Et j'avais trouvé en fait sur internet la maladie de Tay-Sachs. Et en cherchant et en lisant cette maladie, je me suis aperçue que ça correspondait exactement à ce qu'avait Gaspard. Alors voilà, j'avais envie que Benoît partage ses découvertes, et je lui ai proposé de lire ce site internet. Et Benoît m'a dit non, je lis pas, je lis rien, j'attends d'avoir les réponses à nos tests génétiques, et on verra bien après. Et cet après, il a commencé le 29 septembre 2014. Gaspard venait tout juste d'aller avoir 13 mois le lendemain. Ce jour-là, les médecins nous ont dit de venir juste tous les deux à l'hôpital de Garches, parce qu'ils avaient des choses à nous confier, des choses à nous raconter sur l'état de santé de Gaspard.
J'ai plus beaucoup de souvenirs de ce moment-là, mais moi, un peu naïvement, je me doutais de pas grand-chose quand même. Et donc, les médecins nous ont pris à part et on leur dit merci une fois de plus parce qu'ils nous ont annoncé les choses de manière très douce, très progressive, très, très bienveillante. Et ça a sans doute participé à une meilleure acceptation dans les premiers moments. Et donc ils nous ont annoncé dans une petite salle, on était juste 5, que Gaspard était atteint d'une maladie qui s'appelait la maladie de Sandoff, qui était effectivement la maladie jumelle, exactement jumelle, de celle que Marie-Axelle avait trouvée sur Internet et que j'avais refusé de voir. Je pense que comme ça, au moins, j'ai gagné un mois de déprime. Et cette maladie, ça s'appelait la maladie de Sandoff. Donc, je vous l'appelle, comme ça, vous l'aurez dans votre esprit. Ça s'écrit S-A-N-D-H-O-2-F, Sandoff. Donc c'est une maladie qui est une maladie neurodégénérative, génétique et incurable. Voilà, le combo gagnant. Alors génétique, plus précisément, elle était autosomique récessive, à transmission autosomique récessive. Ce qui veut dire qu'en réalité, Marie-Axelle et moi, on est tous les deux porteurs d'un gène malade et qu'on avait une chance sur 4 à chaque grossesse d'avoir un enfant malade de cette maladie-là. Donc évidemment, immense coup dur que notre 4e soit malade, mais en même temps, dans le même instant, immense bonheur et immense miracle d'avoir eu au préalable 3 enfants qui n'étaient pas atteints de cette maladie. Hein, évidemment, on ne le savait pas, ni pour Arthur, ni pour Sibylle, ni pour Louise. Donc on l'a découvert pour Gaspard, qu'à chacune de nos naissances, on avait une chance sur 4 de donner naissance à un enfant malade. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si on voulait avoir un autre enfant, on aurait encore une chance sur 4. Voilà, ça c'est pour expliquer ce que c'est une maladie génétique autosomique récessive, parce qu'il y a plein de formes de maladies génétiques, mais voilà, nous c'est ce type de transmission-là. La maladie, elle est également neurodégénérative. Neurodégénérative, ça veut dire plein de choses. Pour nous, elle est de la famille des maladies lysosomales. Ça veut dire que dans les cellules de Gaspard, le tri des déchets ne se fait pas. Vous et moi, dans nos cellules, le tri des déchets se fait naturellement et évacue ces petits déchets du corps. Et bien, chez Gaspard, les cellules s'encrassent. Et plus spécifiquement chez lui, les cellules nerveuses s'encrassent au fur et à mesure. Ce qui fait que à cause de cette surcharge des lysosomes, progressivement, on perd toutes ces fonctions vitales. Motrices et cérébrales. Alors après, ça entraîne plein de symptômes, tous plus horribles les uns que les autres, qui n'arrivent pas toujours à chaque fois, qui n'arrivent pas toujours en même ordre à chaque fois non plus. Donc il s'agit d'une fonte musculaire, d'une perte de la déglutition, ce qui est pénible. Hein. La perte de la vue, bon ça on arrive à vivre sans. La perte, l'incapacité à parler, l'incapacité à marcher. L'incapacité progressive à se nourrir par la bouche, et puis au fur et à mesure une fatigue du corps, des muscles, jusqu'à ce que ce soit une fatigue du cœur qui soit fatale, ou alors des grandes difficultés respiratoires. Voilà. Tout ça fait évidemment un polyhandicap très sévère, et une maladie, je sais pas s'il y a un classement des maladies horribles, mais elle est quand même à mon avis dans les meilleures. Voilà, une maladie neurodégénérative. Troisième aspect de cette maladie, elle est incurable. Aucun traitement n'est possible pour guérir la maladie et aucun traitement n'est possible non plus pour ralentir le développement de la maladie. Comme ça, les choses étaient claires. Quand on a demandé ce jour-là au médecin, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Ils ont eu cette phrase assez intelligente, on va juste tout faire pour rendre la vie de Gaspard la plus confortable possible. Bon. Évidemment, ce jour-là, cette réponse-là n'a pas suffi. L'espérance de vie, c'est la première question. On a posé 2 questions ce jour-là principal. Nous, outre les petites explications que je viens de vous fournir, c'était est-ce que Gaspard va souffrir ? Ils nous ont dit que globalement, on arriverait à pallier à ses souffrances. Voilà, qu'évidemment, ça serait pas facile pour lui, mais qu'on arriverait à pallier à ses souffrances et qu'il n'y aurait pas de
de moments extrêmement difficiles. Je sais pas, si vous avez, on parlait d'Anne-Dauphine Julien tout à l'heure. Moi, je l'ai lu son livre, la petite Thaïs. Anne-Dauphine raconte des épisodes de souffrance qui a été très sévères, chose que Gaspard a moins connue. Même si à la fin, quand même, c'était pas facile. Voilà, donc la souffrance, on s'est quand même dit que c'est quelque chose qu'on allait gérer. Et effectivement, on est quand même plus ou moins parvenu à le gérer. La deuxième question qu'on a posée, c'est quelle est l'espérance de vie de Gaspard? Donc évidemment, dans ce genre de cas, on vous répond jamais à 2 ans et demi, 3 ans et quart. Alors bon, mais néanmoins, on a quand même une réponse précise. Les médecins nous ont dit que 75% des enfants atteints de cette forme infantile de la maladie ne dépassaient pas l'âge de 4 ans. Voilà, donc dans notre tête, on s'est toujours dit, Gaspard, sans doute décédera-t-il avant 4 ans. Voilà, ce qui a été le cas. Il est décédé à 41 mois. Ça fait 3 ans et demi. Voilà. Alors ce jour-là, nos réactions avec Marie-Axelle ont été alors, la première seconde, elles ont été identiques, la première seconde, et puis mais l'heure d'après, elles ont été totalement différentes. Marie-Axelle, il y avait chez elle une forme de soulagement. Soulagement du fait qu'on allait s'occuper de Gaspard, que ça y est, enfin, tous les médecins qui disaient mais non, vous inquiétez pas, ils allaient au contraire s'inquiéter et qu'on allait avoir les meilleurs spécialistes avec nous, parce qu'évidemment c'est une maladie qui est tellement rare qu'elle attire des gens qui sont de très bon niveau, et que pour nous c'était un gage de qualité, que enfin Marie-Axelle n'allait plus être la seule à se battre contre cette maladie, mais qu'elle allait avoir toute une équipe pluridisciplinaire, médicale, palliative, pour prendre soin de Gaspard, et qu'enfin elle serait plus toute seule. Moi j'étais absolument pas dans cet état d'esprit là, bien que je comprenais, je sais pas si je comprenais sur le moment, mais bien que maintenant j'ai compris le soulagement de Marie-Axelle. Moi je suis tombé au fond du ravin de colère, de sentiment d'injustice, de tristesse, de désespoir. Voilà, ça a quand même bien duré 6 mois. Et puis Marie-Axelle m'a sorti du ravin, où j'en suis sorti tout seul. On est sorti un peu, tu m'as tiré, puis j'ai bougé un peu, quoi. Assez rapidement, j'ai eu un sentiment horrible d'impuissance. Et je crois que, alors, bon, je ne vais pas faire de clichés un peu débiles, mais je crois que l'impuissance, c'est insupportable pour un bonhomme. En tout cas, pour moi, c'était insupportable. Le fait de ne pas pouvoir résoudre le problème de Gaspard, moi, qu'on me dise il va juste falloir rendre sa vie confortable, avec un petit comme ça. Il va juste falloir rendre sa vie confortable, monsieur. Moi, ça me suffisait pas du tout. Hein. Moi, je conçois la vie qu'en termes de faut que je résolve des problèmes. J'ai un problème, je trouve une solution, et puis je continue, j'avance. Un peu parfois comme un bulldozer. Mais quand Marie-Axelle me dit oh là là, mon chéri, je suis un peu fatigué, je lui dis pas de souci. Va passer un week-end avec tes copines, ou je te donne une carte, je t'achète une carte 100 € chez H&M, va faire du shopping. Voilà, j'ai une solution à tout. Et là, effectivement, pour Gaspard, j'avais aucune solution. Voilà, c'était clair, je pouvais absolument rien faire. Alors au début, je me suis un peu investi. Vous savez, j'essayais de courir des semi-marathons, de faire des cagnottes pour favoriser la recherche. Voilà. Au début, les gens en donnaient un peu d'argent, et puis au fur et à mesure, évidemment, ils en donnaient plus. Et moi, j'étais toujours là face à mon impuissance à résoudre le problème de Gaspard, et à mon impuissance à essayer de le guérir. Voilà. Et puis effectivement, j'ai réussi à rien faire du tout. Hein. Voilà. Et là, cette absence de solution, pour moi, elle m'a quand même mis dans un état de je ne sais pas si on dit dépression, je ne sais pas comment on dit, mais dans un état de grosse loose pendant au moins 6 mois. Voilà. C'est toujours à moi, pardon, c'est encore en bleu. Pour un peu comprendre la vie qu'on a menée par la suite, on voudrait un peu maintenant vous parler de l'évolution de l'état de Gaspard au fur et à mesure de sa maladie. Gaspard, il est progressivement passé de l'état d'un petit bébé, tout ce qu'il y a de plus normal, de plus classique, à un enfant très handicapé.
assez rapidement quand même. On a fait avec Marexel le deuil de plein de petites choses. Il tenait assis, puis il tenait plus assis. Il tenait un peu sa tête, et puis il la tenait plus du tout. Il se nourrissait par la bouche, il buvait par la bouche, il prenait des biberons, et puis au fur et à mesure, il n'arrivait plus très bien à se nourrir par la bouche, donc on prenait plus que des biberons, et puis au fur et à mesure, on pouvait plus du tout lui donner de nourriture par la bouche, donc on l'a opéré d'une gastrostomie, on lui a percé un petit trou dans l'estomac, et on lui donnait à manger par son estomac. Un jour, on s'est aperçu qu'il ne voyait plus. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il souriait plus. Il souriait beaucoup au début, il rigolait. Voilà, on a de superbes vidéos qu'on adore regarder de Gaspard qui éclate de rire. Et au fur et à mesure, il n'éclatait plus de rire, puis il ne souriait même plus. Et puis il y a un moment où on a même dû faire le deuil des câlins. Parce que quand il était dans cet état-là, dans son lit, le fait de le prendre dans les bras, ça lui faisait mal. Voilà, ce qui est quand même la chose... je pense que c'était une des choses les plus difficiles finalement, parce qu'on est prêt à tout. Enfin, au fur et à mesure, on s'habitue à tout, mais je crois qu'on s'est jamais habitué au fait de ne pas pouvoir le prendre dans nos bras. D'ailleurs, Marexel, tu l'as pris dans tes bras la veille du jour où Gaspard est décédé. À compter de l'été 2016, c'est-à-dire en gros 8 mois avant de décéder, Gaspard il ne quittait plus son lit. On a passé un super été 2016, on a réussi à le faire partir en vacances chez mes parents et chez mes beaux-parents. Et en rentrant, voilà, on s'est aperçu que c'était trop difficile. Et donc Gaspard ne quittait plus son lit. À ce moment-là, sur la photo que vous voyez, Gaspard il est aveugle, il parle pas, il bouge uniquement les yeux, il entend quand même, c'était super. C'était super pour nous. Il était nourri par sonde gastrique, comme je vous l'ai dit, et puis évidemment quand même sa conscience était très largement altérée, à un niveau qu'il est impossible de définir. Pourtant, il était très clair qu'il sentait les choses, qu'il vivait les choses, qu'il entendait, qu'il sentait les odeurs. Ça, c'était très clair. Aussi, au talent que ça puisse paraître, il était communicant. Marexel, elle avait développé avec lui une espèce de relation qui pour moi était un peu waouh. Voilà, Gaspard il bougeait un tout petit bout d'œil, Marexel disait ah bah ça il a soif. Ah, bon, okay. Et c'était vrai en plus, hein. Je dis pas si je me moque pas. Voilà, et donc il y avait quand même une vraie communication. Il bougeait les yeux, il fronçait les sourcils, il plissait le front quand il était pas bien, quand il était inconfortable, quand il voulait qu'on le change de côté, quand il avait besoin de tousser. Voilà. Donc on le comprenait très bien. Il exprimait ses émotions, et puis parfois, juste quand il faisait un tout petit rictus de sa lèvre, pour nous c'était un éclat de rire, quoi. Donc à la fin c'était génial, quand il bougeait à peine la lèvre, on en appelait tout le monde « Les enfants, Gaspard a rigolé !» Ouais, c'était extra. Cet état, c'est un état qu'on appelle possi-relationnel. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps au sujet de M. Vincent Lambert. Voilà. Gaspard il était dans un état possi-relationnel. Pour paraître un peu plus intelligent, ce soir, on allait regarder sur Internet ce que ça voulait dire possi. Ça veut dire peu. Voilà. Donc ça veut dire peu de relations, mais quand même des relations. Et Gaspard, il n'était pas non communicant. C'est un état qu'il faut différencier de l'état végétatif dans lequel... je ne suis pas médecin, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans lequel nous, si on a bien compris, il n'y avait plus que des réflexes qui étaient des réflexes. Si on pince, on y a un réflexe. Gaspard, il était bien au-delà de ça. Si on l'appelait, il bougeait les yeux. Voilà. Néanmoins, il avait quand même une vraie altération de sa conscience. Hein. C'est pas comme dans la maladie de Charcot où il y a un cerveau parfait dans un corps malade. Là, Gaspard, sa conscience était quand même très altérée. Dernière petite chose au sujet de son état, Gaspard il n'est pas branché. C'est toujours difficile ces histoires de brancher. Là sur la photo vous voyez deux choses. À droite il y a un petit fil qui passe sur le coussin d'allaitement hein, et qui arrive au niveau de son visage. Ça c'était juste un petit peu d'oxygène qu'on lui donnait en plus de l'oxygène qu'il respirait pour pouvoir faciliter son confort respiratoire. C'était de l'oxygène pur avec un petit extracteur qu'on avait dans sa chambre. Néanmoins si on lui enlevait ces petites lunettes, ça s'appelle des lunettes. C'est des lunettes de nez. Si on enlève ces lunettes de nez, Gaspard il respirait quand même normalement. Voilà. Donc on lui donnait juste ça pour un peu plus de confort. Le deuxième petit fil, celui que vous voyez à gauche,
c'est celui qui arrivait directement dans son estomac, et c'était celui par lequel il était nourri. On lui donnait un nutriment par un système de pompe qui allait directement dans son ventre. Mais Gaspard, il n'était pas branché, il vivait pas de manière artificielle. Mis à part l'alimentation, mais il vivait pas de manière artificielle. Un jour, on nous a dit, je le dis très gentiment, mais on comprend pas pourquoi vous le dépenchez pas, faut peut-être le laisser partir. Et on a dit, ben non, Gaspard, il vit pas de manière artificielle, donc on peut pas. Le jour où ça s'arrêtera, c'est quand son corps ne tiendra plus, son corps s'arrêtera et il arrêtera. Mais il vivait pas de manière artificielle. Voilà, c'est important de dire qu'on s'est pas acharné à le faire vivre, on lui a juste donné ce dont il avait besoin pour aller jusqu'au bout de sa vie. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, on avait très clairement dit au médecin que si Gaspard faisait un arrêt cardiaque pendant notre absence, c'était un peu improbable qu'on soit pas là, mais si jamais les pompiers le prenaient de la maison et l'amenaient à l'hôpital, on voulait surtout pas qu'il soit réanimé. Voilà, on l'avait dit ça. Voilà, on avait rédigé des directives anticipées pour lui, et il s'agissait pas de s'acharner. Voilà. Voilà, on peut passer, Dominique, à une photo un peu moins tristoune. Voilà, super. Merci. Alors dans la foulée du diagnostic, on a eu plein de soignants qui nous ont aidés à remplir un dossier que certains d'entre vous connaissent bien, un dossier qu'on doit adresser à la maison départementale du handicap et qui s'occupe de la prise en charge des personnes porteurs d'handicap. Pour Gaspard, on avait choisi de faire vivre Gaspard au cœur de notre maison et on tenait à ce que les soignants viennent chez nous pour s'occuper de lui. Donc on a reçu l'accord du service d'éducation de soins et d'aide à domicile, le CESAD. Donc c'est le CESAD qui est venu chez nous pour prendre soin de lui. En plus de ces services du CESAD, nous avons tenté de monter un dossier à la Fondation Paul Parquet de Neuilly-sur-Seine pour que Gaspard soit pris en charge un jour par semaine dans une crèche médicalisée pour lui permettre d'avoir un an, un petit peu de collectivité avec d'autres copains un peu cabossés par la vie aussi. Ce dossier a été accepté. Donc pendant un an, de juin 2015 à juin 2016, Gaspard est allé à la crèche. Comme d'autres petits enfants qui vont aussi à la crèche. C'était une grande joie pour nous de savoir qu'il était avec d'autres amis. Gaspard va aussi ponctuellement à l'hôpital de Garches, c'est toujours l'hôpital Raymond Poincaré de la PHP qui le suit, lors des pics aigus d'encombrement, parce que les bronches de Gaspard s'encombraient très très facilement. Alors en moyenne, il est allé 4 à 5 fois sur un petit séjour d'une semaine à l'hôpital pour le désencombrer et passer ces petits pics aigus. Lors d'un séjour à l'hôpital, justement, en mai 2016, après être allé à Lourdes, nous avons senti qu'il pourrait y rester toute sa vie si nous ne faisions rien pour que cela n'arrive pas. Alors on a demandé au chef de service de l'hôpital Raymond Poincaré de nous permettre de reprendre Gaspard pour qu'il soit en hospitalisation à domicile et qu'on mette en place l'HAD pour que Gaspard soit au cœur de la maison, mais c'était aussi parce qu'à ce moment-là, notre couple était en danger, simplement parce que c'était trop dur, en fait. C'était trop dur de faire les allers-retours entre l'hôpital et la maison. C'était trop dur de faire les allers-retours entre l'école, l'hôpital, puis à nouveau la maison. C'était trop dur de savoir que nos 3 aînés étaient en permanence gardés par d'autres et que notre famille était simplement éclatée. Alors, je retourne au jour du diagnostic parce que le jour du diagnostic, il y a un médecin en fait qui m'a apporté un challenge sur un plateau. À la sortie de l'entretien, il m'a dit « Écoutez madame, vous savez qu'avec cette épreuve de la maladie d'un enfant, un couple sur 2 divorce. » Et là je me suis dit « Ah ben mince quand même, j'aurais préféré qu'on me parle de l'autre. J'aurais juste préféré qu'on me parle de celui qui ne divorce pas. » Et je dis qu'il m'a apporté ce challenge parce qu'en fait, s'il ne m'avait pas dit ça, je ne pense pas que j'aurais pensé
au fait voilà, que notre couple aurait pu souffrir, subir et se déchirer. Alors effectivement, c'est arrivé. Hein. On a quand même beaucoup tangué. Mais on n'a jamais chaviré. Et ce que ce médecin m'a apporté ce jour-là, c'est voilà, de continuer à rester ensemble malgré tout. Et on s'est dit que cette solution de la CHADé allait nous permettre de favoriser simplement à ce que notre couple ne chavire pas. Voilà. Alors nous avons fait ce choix de la CHADé avec plusieurs discussions dans un sens et dans un autre, parce que vous vous rendez bien compte que les médecins nous regardaient un peu bizarrement et n'avaient pas vraiment envie de nous laisser Gaspard à domicile, simplement parce qu'ils avaient peut-être un peu peur qu'on ne soit pas à la hauteur des soins qu'il fallait lui donner. Alors on a pris des cours à l'hôpital, on a les soignants qui nous ont appris à bien s'occuper de lui, à mettre en place la gastrostomie, à l'aspirer, à utiliser les machines. Voilà. Et c'est de là que je distingue deux formes de soins. À partir du moment où Gaspard était à la maison, c'était très important de distinguer les soins médicaux des soins d'un parent à son enfant. Alors les soins médicaux, effectivement, c'est nous qui devenions infirmiers de notre enfant. Parce que simplement dans la semaine, il y a une infirmière qui passait 2 heures dans la semaine à la maison, et le reste du temps, en fait, ça nous était confié. Alors, on avait tissé des liens avec nos soignants du CESAD, donc on avait toujours la psychomotricienne qui venait 1 heure par semaine jouer avec Gaspard, on avait toujours les kinésithérapeutes qui venaient éduquer voilà, les petits poumons et les bronches de Gaspard pour les libérer de trop d'encombrements chaque jour. Mais le reste du temps, il restait quand même 8 heures de jour et 12 heures de nuit. Je suis très nulle en maths, donc je ne sais même pas si ça fait 24, mais à peu près. Voilà. Et pendant ces 22 heures de jour, on était infirmiers dans le sens où c'est nous, en fait, qui donnions les cocktails de médicaments de notre enfant. C'est nous qui l'aspirions, c'est nous qui mesurions la quantité de lait qu'il pouvait supporter. C'est nous qui... Voilà. On avait fait vraiment venir l'hôpital à la maison, mais en fait, on n'avait pas forcément compris que nous aussi, on allait mettre la main à la pâte. Donc, ça a été une révélation dans le sens où voilà, on s'est occupé de notre enfant, même dans tout ce qui était le plus délicat. En parallèle de ces soins médicaux, on était aussi finalement papa et maman de Gaspard. Et ça, je m'appuie plus sur la notion du prendre soin, donc c'est le take care en anglais, qu'on apprend en éthique. Le prendre soin de Gaspard, c'était à nous de remplir ce rôle, et on avait cette présence, cette chance de pouvoir le garder 24 heures sur 24 à la maison. Voilà, alors Benoît a continué son travail, mais on avait fait le choix que ça se passe comme ça. Je suis restée à domicile, au foyer, comme ce que je faisais déjà depuis 8 ans en fait, hein, donc ça ne changeait pas vraiment. Et Benoît a continué à garder son emploi. Et là, en fait, on a voulu atteindre son cœur en passant par le soin de son corps, de son intelligence et de son esprit. Alors, pour nous, c'était très important qu'il soit beau, c'est-à-dire qu'il y avait une de mes amies qui était coiffeuse autrefois qui venait lui couper les cheveux tous les mois, parce que c'est pas parce qu'on est un petit garçon allongé sur son lit sans sortir qu'on n'a pas le droit d'être beau. Donc voilà, on faisait attention aussi à bien l'habiller. On le câlinait, les enfants lui lisaient des histoires, comme Arthur, là, que vous pouvez voir à son chevet et à sa pile de choupi. Vous comprenez qu'il n'a pas fini. Petit chat. Et voilà, on utilisait aussi beaucoup les sens. Gaspard ne voyait plus, comme vous a dit Benoît, mais en tout cas, il avait un très bon odorat. Donc, quand Louise épluchait sa clémentine, l'hiver 2016, hop, elle courait à son chevet. Tiens, Gaspard, sens. Et elle lui mettait l'épluchure sous le nez pour que voilà, il s'imprègne de l'arôme de la clémentine. On avait aussi des petits diffuseurs d'huile essentielle. Enfin, voilà, on essayait d'avoir des petites astuces pour lui permettre de participer à notre vie quotidienne.
C'était néanmoins très dur de concilier les deux aspects. Et là, je raconte souvent, alors ce sont les étudiants qui nous ont plus écoutés, mais je raconte souvent cette anecdote. En fait, c'était un mardi. Je m'en souviens très bien parce que Gaspard avait passé toute la nuit et toute la journée à vomir. Il avait vraiment beaucoup de nausées. Et toute la nuit et toute la journée, je m'étais occupée de Gaspard. Et à la fin du jour, vers 20h, je me suis agenouillée au chevet de son lit parce que c'était notre position fétiche pour s'occuper de lui. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas été la maman de Gaspard. En fait, j'avais été son infirmière. J'avais pris soin de lui, comme toute infirmière se doit de prendre soin de la personne malade qui arrive dans ses bras. Mais je n'avais pas été sa maman. J'avais oublié, en fait, de lui remplir son réservoir d'amour. Mes gestes avaient été mécaniques. J'avais changé ses tenues, j'avais changé ses draps, j'avais fait tourner X machines. Mais j'avais oublié, voilà, de m'occuper de mon fils, et j'avais oublié de m'occuper de son petit cœur d'enfant. Parce qu'on sait très bien que quand on se lève le matin, nos enfants, ils aiment qu'on remplisse leur réservoir d'amour pour être vaillants, pour aller à l'école ou étudier. Et bah là, c'était pareil, sauf que Gaspard, il n'allait pas à l'école, mais j'avais juste oublié de remplir son petit cœur d'amour. Voilà, alors cet épisode illustre bien les deux facettes de cette mission, parce que je me suis posée à 20h, j'ai prié. Le seul exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est une mère qui, au pied de la croix, a vraiment souffert, le plus souffert possible, parce qu'elle a vu son fils martyrisé et endurer des souffrances extrêmes. Alors je lui ai demandé de m'aider à avoir à nouveau un cœur de maman. Et effectivement, j'ai pleuré pendant 5 minutes. Et j'ai passé 1 heure à prendre Gaspard dans mes bras et à le câliner et à lui donner le plus de baisers que je pouvais lui donner, parce que je m'étais rendu compte qu'il le fallait. Merci. Voilà la double facette de notre rôle de parent, à la fois infirmier et père et mère. Ça m'amène à parler assez rapidement de la dignité de Gaspard. D'abord, pour dire les choses très clairement, pour nous, ses parents, la question de la dignité de Gaspard, elle ne s'est jamais posée. On ne s'est jamais dit est-ce que Gaspard est digne, bon. Il est évidemment né digne, et en plus nous on a vraiment tendance à considérer, et puis je pense que c'est pas que nous, que la dignité elle est ontologique, elle tient tout simplement à la nature humaine. Quand on est un homme, on est digne. En plus, pour nous, le fait que Gaspard soit notre fils, évidemment, ça ne nous invitait pas à réfléchir beaucoup sur cette question. Mais on a commencé à se la poser quand même. On s'est dit, au final, mais qu'est-ce qui pourrait menacer la dignité de Gaspard ? Et ben, on s'est dit que c'était juste notre regard. On l'a ressenti, nous, 2 fois, quand il y avait beaucoup de gens qui venaient à la maison. Et puis parfois, vous savez, il y avait des gens qui regardaient Gaspard un peu... hyper, avec de la gêne, de la pitié, qui détournait un peu les yeux, et on se disait qu'en fait c'était leur regard qui était indigne, c'était leur regard indigne qui menaçait la dignité de Gaspard, et que c'était pas du tout sa dignité propre. Évidemment, on aurait pu mépriser la vie de Gaspard dans une société dans laquelle la performance est souvent érigée en juge de paix. Gaspard, c'était sans doute la personne la moins performante du monde. Il était totalement inutile. Voilà. Totalement inutile. Et pourtant, au fur et à mesure qu'on parlait de Gaspard, qu'on vivait avec Gaspard, on sentait au contraire exactement l'inverse. On sentait que la force de Gaspard, que sa vie, c'était un trésor inestimable. On sentait qu'on changeait, nous, en profondeur de plus en plus. On sentait que tous les gens qui voyaient Gaspard, qui venaient voir Gaspard, changeaient tous. On sentait que dès qu'on parlait de Gaspard, parce que c'est à ce moment-là qu'on avait commencé à lancer la page Facebook, on sentait que c'était absolument hallucinant de voir à quel point parler de Gaspard faisait changer les gens.
Donc on s'est vraiment dit, et on pense toujours, que c'est la qualité de notre regard sur les autres qui menace leur dignité, mais que chaque personne est infiniment digne. Et qu'à partir du moment où on regarde n'importe qui avec des yeux aimants, enfin voilà, il ne s'agit pas de regarder tout le monde comme si on allait tomber amoureux. Mais en attendant, avoir un regard beau sur les gens, c'est ça qui garantit que leur dignité ne soit jamais menacée, parce que de toute façon, ils sont dignes, quel que soit leur état, leur maladie, leur pauvreté. Voilà, donc on a toujours fait en sorte que le regard que posent les gens sur Gaspard soit beau. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire attention à la beauté physique de Gaspard. Il y a une citation qu'on aime bien, on n'a pas trop trouvé de qui elle était, mais qui dit qu'il est des choses qu'on ne voit comme il faut qu'avec des yeux qui ont déjà pleuré. Voilà, et effectivement, on s'est bien aperçu au fur et à mesure de notre vie aux côtés de Gaspard que le fait d'avoir beaucoup pleuré sa vie qui allait partir, ça a quand même nettoyé notre regard sur les gens, sur la maladie, sur le handicap, sur la faiblesse en particulier. Voilà, ça a été la première forme de changement dans nos cœurs. Et cette fécondité de Gaspard, elle a été immense. Elle a commencé par ça, et maintenant on peut vous dire les 3 merveilleux cadeaux que Gaspard nous a fait et qu'il nous laisse. Le premier cadeau de la vie de Gaspard, ça se résume en 2 mots: aimer mieux. Il nous montre en fait ce qui importe véritablement dans nos vies. Il nous apprend à mieux aimer, à aimer pleinement, entièrement, véritablement, je dirais même essentiellement, à aimer et à se laisser aimer. La seule chose que nous pouvions lui donner, c'est de l'amour. On ne pouvait rien faire de plus de toute façon. Aimer, c'est aussi tout donner, dans le sens où, par la vie de Gaspard, on a appris à avoir peu de vie sociale, à se lever de nombreuses fois la nuit, longtemps, à le veiller longtemps, à rester près de lui longtemps. Et cet amour, en fait, qu'il nous a apporté et que nous lui avons apporté, est retombé en pluie fine sur des milliers de personnes qui ont été chamboulées par sa toute petite existence. Benoît avait depuis longtemps l'envie de créer une page pour qu'on puisse transmettre les nouvelles de la santé de Gaspard. Et j'ai enfin dit oui, parce que c'était moi la plus réfractaire. Et via la page qu'on a créée donc en novembre 2015, c'est-à-dire finalement assez peu de temps avant sa mort, on a rencontré infiniment de personnes qui sont venues simplement nous confier voilà comment Gaspard a réussi à toucher leur cœur. Alors on vous donne quelques petits exemples de ce que Gaspard a réalisé. Par exemple, il y a le premier témoignage qu'on a reçu, c'était un chirurgien qui était depuis très longtemps chirurgien, et une trentaine d'années, et il nous a dit bah voilà, grâce à ce petit garçon, je comprends qu'il faut que je prenne mes patients non plus comme un numéro de dossier, mais comme une personne vivante avec un cœur. Alors c'était le premier témoignage qu'on a reçu, et celui-là nous a fait comprendre qu'on avait raison d'ouvrir cette page. Également, voilà, une femme qui nous a dit rentrer dans l'église pour la première fois depuis longtemps. Il se trouve qu'elle demande le baptême maintenant. Alors, voilà, on a été chamboulés par tout ça. On a surtout été chamboulés aussi un soir par un papa qui nous a confié qu'il rentrait tard le soir pour laisser à sa femme le créneau horaire du 18-20. Parce que c'était quand même un peu plus simple d'arriver après. Alors, on a été vraiment étonnés parce que déjà, il avait l'humilité de le dire. Et on a trouvé ça très très beau. Et il nous a dit, bah, grâce à vous, je comprends que vous n'avez votre petit garçon que pour 4 ans maxi. Et
Et moi, en fait, pour l'instant, j'ai mes enfants pour toute la vie. Alors, je réalise que j'aurais tort de me priver du dîner ou de l'histoire du soir. Voilà. Alors, quelques temps plus tard, on a reçu un autre message en disant qu'il rentrait plus tôt. Il avait coupé la poire en deux, il rentrait à 19h. Voilà. Donc, rien que ce papa-là voilà, nous a fait réaliser que ce petit Gaspard, mais qui peut aussi être d'autres personnes toutes petites, toutes faibles, toutes fragiles, toutes vulnérables, toutes ces personnes-là, en fait, sont nos maîtres, dans le sens où c'est nous qui devions élever notre enfant, et c'est finalement lui qui nous a élevés. Grâce à ça, on a progressé à accepter l'épreuve. Voilà, on s'est abandonné, et c'est au moment où, en fait, où nous sommes abandonnés que la colère, notamment celle de Benoît, s'est dissipée. Parce qu'on s'est aperçu que crier à l'injustice et être en colère ne nous faisait pas avancer, ni plus vite, ni mieux. Le deuxième cadeau de Gaspard, c'est l'appui sur les sacrements. Voilà, s'appuyer sur les sacrements. Alors, ce que je dis souvent, c'est que la question n'est plus pourquoi cela nous est arrivé. On a arrêté de se poser la question du pourquoi. Parce que sur Terre, en fait, on n'a pas de réponse. Et on nous a toujours dit d'ailleurs qu'on n'aurait pas toutes nos réponses. Alors on a transformé la question du pourquoi en une autre question, parce que l'intelligence humaine nous pousse à avoir toujours plein de questions. Et on a transformé ce pourquoi en comment. Voilà. Et ça résolvait tout, en fait. S'appuyer sur cette question du comment, ça voulait dire comment allons-nous faire pour l'accompagner. Mais comment tous les jours, en fait, et toutes les nuits. Alors, une des réponses, voilà, ce sont les sacrements. On avait vraiment besoin de force. On sentait que Gaspard avait besoin de force pour supporter sa maladie. Et on sentait que nous aussi, on avait besoin de force, Marie-Excel et moi, Arthur, Sybille et Louise, pour pouvoir l'entourer le mieux possible. On avait vraiment besoin de force physique, on avait besoin de force morale, on avait besoin de force, comment on peut dire, de force spirituelle, enfin voilà, parce que parfois la foi, dans ces moments-là, elle chancelle. Et donc, voilà, l'Église et le bon Dieu et Jésus nous ont donné un truc assez pratique, c'est les sacrements. Manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. Donc on s'est appuyé sur les sacrements et on a commencé par... Enfin non, on n'a pas commencé. Gaspard, si on a commencé par le baptême, Gaspard a été baptisé évidemment, mais quand il était tout petit, on ne savait pas encore qu'il était malade. Ensuite, Gaspard a reçu 2 fois le sacrement des malades. Le sacrement des malades qui n'est pas un sacrement qu'on donne juste avant la mort comme un viatique. C'est un sacrement qui donne de la force, qu'on peut recevoir plusieurs fois dans sa vie. Donc Gaspard l'a reçu 2 fois. La première fois lors d'un grand moment de fête. On fêtait nos 10 ans de mariage en juin 2015, donc on avait organisé une belle fête, une belle messe. Notre petite fille Sybille faisait ce jour-là aussi sa première communion. Et Gaspard a reçu des mains du prêtre qui nous a mariés le sacrement des malades. Donc voilà, c'était une super fête. Et puis après on a fait une fête de dingue. Il y avait même, je me rappelle, on avait mis Gaspard dans une poussette, il faisait beau. Après on avait fait la bouffe, on avait fait un espèce de pot à l'extérieur. On avait mis Gaspard dans sa poussette. Puis on avait mis une petite feuille. Ma soeur avait mis une petite feuille posée sur Gaspard, il y avait écrit « Je veux des bisous ». Stand de bisous. Et Gaspard avait reçu des milliers de bisous. Voilà. La deuxième fois, c'était à Lourdes. C'était aussi hyper beau, hyper émouvant. On était partis en pèlerinage avec l'Ordre de Malte. Ça avait été extraordinaire. Et Gaspard a reçu, avec tous les malades de sa salle, les 4 enfants très malades de sa salle, à l'hospitalité une hospitalité. Vous savez tous laquelle. À l'hospitalité et dans une chambre quand même qui est une chambre d'hôpital. Et c'est un évêque qui a donné le sacrement des malades à Gaspard cette deuxième fois. C'était très beau. Et puis Gaspard, il a été aussi confirmé le 14 novembre 2016 des mains de Monseigneur Ravel, qui était à ce moment-là l'évêque aux armées, qui depuis est archevêque de Strasbourg, mais qui était donc mon archevêque.
mon archevêque militaire, mon évêque militaire, ouais. Et donc il est venu confirmer Gaspard à la maison. On peut mettre la photo d'après, s'il te plaît, Dominique. Ouais, celle-là, voilà. Ben, c'était ici. Voilà. Gaspard, il a été confirmé sur ce canapé des mains de Monseigneur Ravel. La confirmation, elle a permis à Gaspard de recevoir pleinement tous les dons de l'esprit. Et puis tous ces dons de l'esprit, ben, ils ont rejailli sur notre famille à nous, sur Marie-Axelle et moi, et sur les enfants. On aime bien cette comparaison quand on va à un mariage avec Marie-Axelle, un mariage de gens, et qu'on a l'assemblée au 50e rang, parce qu'on arrive toujours en retard. Pendant que les mariés se disent oui, on a toujours l'impression de revivre notre mariage, et on a toujours l'impression que ce jour-là, il y a des grâces qui rejaillissent du mariage qui se passe devant nous. Et ben, le jour de la confirmation de Gaspard, le jour du sacrement d'onction des malades de Gaspard, on a eu cette même sensation que nous, voilà, que la grâce, elle dégoulinait de Gaspard pour venir dans nos cœurs. Voilà, c'est bien la force des sacrements. Et puis, voilà, ça devait s'arrêter là. Et puis l'état de Gaspard, après le 14 novembre, après sa confirmation, s'est dégradé assez rapidement. Il n'était pas du tout en forme. Et puis, vers le 15 janvier, il était vraiment mal en point. Et sa température a chuté assez brusquement, jusqu'à 32 degrés quand même, ce qui est pas beaucoup. Et ça a duré quand même 5-6 jours. Et on se préparait à le voir partir. On avait fait revenir, on avait fait venir toutes nos familles pour lui dire au revoir. On avait passé tous beaucoup de temps avec lui, mais il partait pas. On lui avait dit, Gaspard, tu peux partir, mais il partait pas. Et Marie-Axelle m'a dit, moi je suis sûr qu'il va communier. Moi j'ai dit, bon, c'était sûr. Si t'es sûr, moi j'étais pas hyper fanat, parce que je m'étais dit que Gaspard il déglutissait pas, il avalait pas, donc je me suis dit bon, comment on peut faire, ça va être indémerdable, on va pas le faire. Et puis un jour, Marie-Axelle a un peu insisté, et puis moi je me suis quand même dit finalement, voilà, faisons confiance au bon Dieu, enfin je veux dire, voilà, faisons confiance à bon Dieu. Le père Emmanuel, là, qui était un autre prêtre qui nous a suivis, venait de dire la messe dans la chambre de Gaspard. Donc voilà, tout ça faisait que je sentais quand même qu'il y avait une vraie proximité entre Jésus et Gaspard. Donc un jour, j'ai dit à Marie-Axelle, ok, on le fait. Donc on a appelé le père Emmanuel. On lui a dit, Emmanuel, écoute, on est ok, on voudrait que tu donnes la première communion à Gaspard. Donc il a eu cette superbe belle phrase, il a dit, très bien, je vais chercher le bon Dieu au tabernacle et j'arrive. Ça nous a mis à fraisse. Et voilà, il est arrivé, hein, c'est un très grand gars, là, il fait 1m95, il est très jeune, très beau. C'était très impressionnant. Et donc, les enfants étaient en pyjama, c'était le soir. Donc on s'est tous mis autour du lit de Gaspard. On s'est mis à genoux, le père a sorti une hostie de la custode qu'il avait amenée. Et puis il a coupé un tout petit bout d'hostie, mais de la taille je sais pas, quelques millimètres d'hostie. Et Gaspard était donc allongé sur le dos, et puis il avait toujours son petit bout de langue sorti, comme il le faisait toujours pour respirer un peu mieux. Et puis, le père Emmanuel, il a posé l'infime parcelle d'hostie sur la langue de Gaspard. Et puis il s'est rien passé. Voilà, bonne soirée. Non. Et puis, tout doucement, il s'est rien passé. Et on s'est tous mis à genoux, tous autour de Gaspard, parce qu'on était c'est la position la plus naturelle pour être à côté de Gaspard, c'était à genoux, c'était plus pratique. Et puis on se mettait à genoux aussi parce que c'était Jésus qui était là. Et puis tout doucement, l'hostie s'est dissoute. L'infime parcelle d'hostie s'est dissoute sur la langue de Gaspard. Et nous, on est restés là autour de lui, on a attendu qu'elle fonde, tout doucement, sur sa langue. Et puis, et à ce moment-là, on sentait tous qu'il se passait un truc d'assez extraordinaire. Finalement, c'est ce qui se passe à chaque communion. Mais Jésus et Gaspard ne faisaient plus qu'un, parfaitement. On sentait que Jésus prenait la place de Gaspard, que Jésus c'était Gaspard, que Gaspard devenait Jésus. C'était vraiment très, très impressionnant. Ce jour-là, on a très exactement compris la très belle citation de Paul Claudel qu'on aime beaucoup, qui dit que Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Je te laisse le temps parce qu'il ne faut pas rater ça. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer,
il est juste venu la remplir de sa présence. Mais je peux vous dire que le jour où Gaspard a communié, c'était la seule fois où il a communié, on a vraiment senti très clairement cette immense proximité de Jésus avec les personnes qui souffraient. Et Gaspard est décédé 15 jours plus tard. Voilà, on a vraiment voulu combler Gaspard de toutes les forces célestes possibles pour combler son âme de don sur la terre. Et nous, si on est un peu marrant comme ça, c'est que je pense parce qu'on en a très largement bénéficié aussi. Le troisième cadeau de Gaspard, c'est simplement espérer le ciel. Voilà. Grâce à cette foi qui nous a portés et soutenus, nous sommes passés du désespoir à l'espérance. Simplement parce que nous nous sommes promis de tous nous retrouver au ciel. Voilà. Nous avons la réelle volonté de revoir Gaspard et nous voulons l'embrasser sur les deux joues. On nous a promis que les âmes, lors du jugement dernier, pouvaient aller réintégrer leur corps glorieux, et que ce jour-là, on pourrait se retrouver tous ensemble au paradis. Alors, juste pour cette raison, qui est quand même la plus réelle, nous espérons le ciel. Nous croyons en fait en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. C'est ça notre espérance. Il y a une phrase de Saint Paul que nous aimons particulièrement et qui dit « Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Voilà, je dis souvent que je ne comprenais pas un fabuleux témoignage que j'avais vu sur Internet et qui s'appelait « La mort n'est qu'une marche ». Mais après avoir vu la mort s'incarner en mon fils, je peux témoigner qu'effectivement, la mort n'est qu'une marche vers la vraie vie du ciel. Voilà, et si on espère le ciel, eh bien évidemment, ça doit tout changer. Et ça a tout changé. La question que Gaspard nous a amené à nous poser progressivement, c'est quel est notre objectif dans la vie? Quels sont nos buts? Et quels sont les buts et les objectifs que nous avons pour nos enfants, pour les 3 enfants que nous avons l'immense chance d'avoir? Est-ce que c'est la réussite scolaire de mon fils? Est-ce que c'est mon succès professionnel? Est-ce que c'est la ligne d'en bas de mon butin de solde? Est-ce que c'est le succès social, relationnel? Est-ce que c'est la reconnaissance? Ou est-ce que l'objectif de ma vie, le seul objectif de ma vie, c'est pas le ciel, le salut, le ciel? Alors évidemment, moi nous on a quelqu'un en haut qui nous attend, qui nous dit dépêchez-vous. Donc voilà, ça nous invite à être bons, mais je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Le seul objectif de nos vies, c'est le ciel, et tout doit y concourir. Gaspard, on aime beaucoup dire que c'est notre chemin d'essentiel. C'est un de mes chefs militaires qui est là d'ailleurs, ouais, c'est vrai, qui m'a dit un jour, je sais pas, quelques jours après le diagnostic, ton Gaspard, ça sera ton chemin d'essentiel. Je crois qu'effectivement ça a été sacrément le cas, bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et du coup, la question c'est, est-ce que je consacre mes efforts à ce qui est essentiel? Est-ce que je consacre l'essentiel de mes efforts à ce qui est essentiel? Est-ce que mes priorités sont bien ordonnées? Je parle toujours pour nous, hein, pour moi. C'était pas tout à fait le cas. Si la priorité de ma vie et de notre vie de couple et celle de nos enfants, c'est le salut, et bien dans ce cas-là, il s'agit d'arrêter d'être tiède. Voilà. Il y a un fameux verset de l'Apocalypse qui est un peu sec, qui est un peu dur, qui dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Voilà, alors moi je l'ai compris en me disant et en nous disant qu'on avait le droit de se radicaliser. Voilà, alors évidemment, dans le sens d'aimer radicalement et de changer radicalement de vie pour consacrer notre vie à ce qui est essentiel. Alors, et ça, on le fait, on essaye très largement, non, on le fait, on est hyper prétentieux. On le fait pas du tout, on essaye de le faire, mais on essaie de le faire dans nos vies, dans ce que nos vies ont d'hyper banal. Nous, on aurait adoré partir à Fidesco 3 ans, aller s'installer au Rocher pendant 2 ans, mais en fait, on sent qu'on n'est pas appelé à ça. On sent qu'on est appelé moi à être militaire, Marie-Axel à être maman au foyer, à faire son DU de bioéthique, dont elle fera ce qu'elle aura envie de faire. Mais on sent pas qu'on a un destin de ouf. Pas du tout. Mais par contre, on sent que on doit habiter pleinement l'instant qu'on est en train de vivre. Dans le Je vous salue Marie, on ne dit pas priez pour moi, pour après-demain, demain, la semaine d'après. On demande à la Sainte Vierge de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, les 2 seuls moments importants de nos vies. Maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà ce que Gaspard nous a montré tout au long de sa vie. Pendant qu'il était malade, on ne savait jamais comment allait se passer la minute d'après. Parfois, il allait bien, et puis tout d'un coup, il n'allait pas bien, il avait des troubles neurologiques, donc des dérèglements de dingue. Donc on pouvait passer d'un état d'hyper calme à un état d'hyper agitation. Et du coup, il nous a vraiment appris à savourer le moindre instant de bonheur. Pas dans le sens du carpe diem, d'une jouissance un peu vaine, mais dans le sens de vraiment habiter pleinement le moment qu'on est en train de vivre. Et ça passe par je pense, un entraînement de l'esprit. Hein. Enfin, c'est une volonté, quoi. Il faut prier et faut prier, demander au bon Dieu de nous aider à vouloir, et puis il faut vouloir, et puis ne pas y arriver, s'en apercevoir et recommencer. Marie-Axel, un jour, je lui avais dit, mais comment tu fais pour t'occuper de Gaspard toutes les nuits? Tu t'es levé 10 fois cette nuit, mais comment tu vas faire demain? Marie-Axel me dit, je sais pas du tout comment je ferai demain. On verra demain. Voilà. On verra demain. Voilà ce que Gaspard nous a montré. C'est voilà, la radicalité et la beauté de nos vies, mais dans ce qu'elles ont de plus... Enfin, dans chacune de nos vies, là où on aime bien cette expression, là où on a été planté. On n'a pas tous été plantés à Fidesco ou dans un truc hyper sexy. On a été planté là où on a été planté. Et c'est là où le bon Dieu nous demande d'être les meilleurs. Voilà. Et puis Marie-Axel va dire le petit mot de la fin. Je vous confie cette citation de Marie de Henzel, qui a beaucoup écrit pour les soins palliatifs, et qui nous dit « Ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre. » Et je rajoute « Mais n'allons-nous pas tous mourir un jour ?» Merci. On va regarder le petit film maintenant, et ensuite je vous introduirai au temps de questions. Voilà, donc ce petit extrait, c'est l'extrait d'un long film, d'un long métrage, qui a été réalisé par Steven Gunnell, qui est ici, qu'on peut applaudir. Une belle rencontre, il pleure encore, une belle rencontre grâce à Gaspard. Voilà, donc ce film, il va sortir sur KTO le 5 février, c'est ça, et puis le lendemain, le 6 février, il sera sur notre page Facebook. Voilà, c'est un film qui a été financé grâce à l'Église, en gros, hein, parce que c'est la Fondation Notre-Dame et la Fondation Sainte-Geneviève qui l'ont financé dans sa quasi-intégralité. Un film qui sera gratuit pour les gens qui vont le voir sur la page, pardon. Et puis on fera peut-être un petit DVD pour les gens qui veulent le montrer dans les paroisses où là ils le souhaitent. Et en plus de ça, on arrêtera de parler, je sais passer Philippe. Dites-le, Benoît. Et voilà, et dernière chose, on est en train de terminer un livre qui sortira le 24 janvier, un livre qu'on a écrit à 4 mains.
Je peux vous dire que c'était pas une sinécure, mais qu'on a réussi finalement. Voilà, on est très fiers de nous. On a envoyé le manuscrit aujourd'hui, il est terminé. Donc voilà, il devrait sortir à la fin du mois de janvier, et il viendra compléter ce qu'on a écrit sur la page Facebook et ce film. Voilà, notre objectif, c'est de toucher le plus grand nombre. Le film, il y aura une connotation un peu moins catho, pour pouvoir toucher le plus de gens possible, et puis les faire venir s'ils veulent sur la page sur laquelle il y a un peu de catho, et puis sur le film dans lequel il y en a beaucoup. Voilà. Merci, et du coup merci de nous avoir partagé à deux cœurs, non pas à quatre mains mais à deux cœurs, cette vie de Gaspard, ce don de vie qui a été Gaspard et qui est encore Gaspard aujourd'hui. Et donc on va pouvoir, je vous le disais, vous poser des questions. Et pour ça, il y a des personnes de l'OCH qui sont dans les allées, qui sont en train de les remonter pour vous donner des petits papiers. En même temps qu'on vous pose des questions, que vous les écrivez, il y a d'autres personnes qui vont passer avec des boîtes qu'on va vous demander de remplir. Et juste vous dire pourquoi, vous savez, l'OCH aime beaucoup, une des missions de l'OCH, c'est de soutenir des initiatives qui répondent à des situations de personnes handicapées et de familles. Et là, récemment, le conseil d'administration a décidé d'aider 2 écoles à créer des classes pour des enfants handicapés. On leur a promis 10 000 €. Et ben, si vous pouviez nous en apporter un tiers ce soir, on serait vachement contents pour qu'on puisse honorer l'engagement. Donc voilà, remplissez ces caisses. Il y a plusieurs façons de le faire, avec de l'argent qui ne fait pas de bruit parce qu'on commencera les questions assez vite. Avec les chèques, c'est très très bien. Vous mettez OCH et comme ça, vous pouvez tripler votre don parce que l'an prochain, les impôts vous feront économiser les 2 tiers. Donc si vous vouliez donner 100 €, vous donnez 300. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de chéquier, ça arrive de plus en plus souvent, vous inquiétez pas. 32 321 et sur votre SMS. Et là, vous écrivez don OCH dans le corps du message et vous allez voir, ça va partir. Vous allez avoir une réponse qui est avec un lien. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre don, vous le faites et vous aurez un reçu fiscal, donc multiplié par 3 et on aidera ces deux écoles à construire leur classe. Voilà, les questions commencent à arriver, donc on va commencer à les poser pendant que vous continuez de les écrire et que vous continuez de remplir les boîtes. J'ai juste envie, avant de prendre les premières, vous avez parlé de révolte tout à l'heure, Benoît. Est-ce que c'était une révolte contre Dieu ? Initialement, oui, très clairement, oui. Je considérais un peu de manière un peu présomptueuse, je considérais, parce que moi j'étais le seul à être en colère, de manière un peu présomptueuse, qu'il n'y avait aucune raison que ça nous arrive à nous. Voilà, il me semblait qu'on avait fait les choses bien. Voilà, on s'était fiancés, on s'était mariés, après on avait eu des enfants. Moi je suis militaire, donc je suis parti beaucoup à l'étranger, faire des choses un peu rock'n'roll. Donc j'avais l'impression d'avoir donné, quoi. Et que voilà, et je trouvais ça dégueulasse que ça nous arrive à nous. Et effectivement, j'en voulais au bon Dieu de nous avoir, de ne pas avoir empêché cette épreuve, parce que je pense pas que le bon Dieu soit à l'origine de cette épreuve. Et je crois pas qu'on puisse dire que voilà, l'épreuve arrive parce que vous étiez fort. Non, je crois pas. L'épreuve arrive pas du tout parce qu'on est fort. On a eu cette épreuve et on a eu la force de vivre avec. Mais voilà. Donc effectivement, j'en voulais au bon Dieu. Oui. Alors, vous ne me croirez pas, mais toutes les premières questions sont toutes les mêmes. Comment vos enfants ont vécu ensemble la vie de Gaspard et son histoire ? Voilà, on vous écouterait, mais merci pour ces photos. On aimerait savoir plus sur Arthur, Sibylle, Louise face à Gaspard, enfin vraiment tous, donc je ne vais pas toutes les lire. Comment vos enfants ont vécu la maladie ? Eh bien, la première chose, c'est qu'on a vécu les choses en vérité. En vérité, avec eux, du début jusqu'à la fin. Le jour où on nous annonçait le diagnostic de Gaspard, c'était un matin. Et Marie-Axelle devait aller chercher les enfants à l'école. Moi, je suis retourné bosser. Un peu con, mais bon, je suis quand même retourné bosser. Et Marie-Axelle est allée chercher les enfants à l'école. Et ensuite, ils sont passés à table. Et à table, les enfants, sachant qu'on avait un rendez-vous important, ont posé des questions. Alors, comment ça s'est passé, ce rendez-vous ? Eh ben, Marie-Axelle a répondu, écoutez, les médecins nous ont dit des choses importantes au sujet de l'état de Gaspard. Gaspard est malade, il a une maladie. Ah bon, ça s'appelle comment cette maladie ?
Ils ont fait comme nous. Ça s'appelle la maladie de Sandoff. Donc on a écrit sur l'ardoise qu'on a dans notre cuisine Sandoff, S-A-N-D-H-O-2-F. Ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Gaspard, il ira pas à l'école? Eh ben non, il ira pas à l'école. Mais quand il sera grand, il ira à l'école? Ben non, parce que Gaspard, il sera pas grand. Ah bon, il sera pas grand, mais il pourra quand même s'asseoir? Non, il pourra pas s'asseoir. Ah bon, mais il pourra pas manger non plus? Eh ben au début, si, il pourra manger, il continuera à manger comme il mange en ce moment, mais au bout d'un moment, il pourra plus manger. Donc sans doute, on fera un petit trou dans son estomac et on lui donnera à manger. Ah bon? Et t'as posé d'autres questions? C'était bien. Non, c'est ça. Et ah d'accord. Et c'est une maladie grave? Oui, c'est une maladie très grave. D'accord. Alors là, ils se sont arrêtés. Et puis Sybille, elle a regardé Marie-Axel, elle a dit on peut avoir un chocobon? Et en fait, cette histoire, elle est exactement vraie. Et elle révèle à quel point ils ont été juste... on leur a dit avec vérité, progressivement. Ce jour-là, je crois pas qu'on leur a dit que Gaspard allait mourir à 4 ans. Mais au fur et à mesure qu'ils posaient des questions, on leur répondait. Et en fait, les choses se sont toujours passées très naturellement. Ils vivaient avec un petit garçon qui allait avoir une vie courte, qui était malade, mais ils ont vécu avec ça tout le temps. Et très différemment, voilà, au jour le jour, parce que c'est des enfants, et que voilà, Sybille, elle dit dans le film, Gaspard, il était heureux. Il était heureux, je sais qu'il était heureux, parce que quand je venais le voir, il rigolait, et rien n'empêche d'être heureux. Bon, c'est très impressionnant. Donc voilà, ils l'ont vécu très naturellement, au jour le jour, très différemment quand même chacun des trois, parce que c'est pas 3 petits clones. Arthur, il est plus taiseux et il y a eu des moments plus difficiles. Sybille, elle est très maman, donc elle imitait Marie-Axel. Elle faisait exactement comme Marie-Axel faisait. Elle le faisait aussi bien que Marie-Axel. Elle savait donner le nutriment, la pompe, elle savait tout faire alors qu'elle avait 7 ans. Et puis Louise, elle était plus petite, donc elle faisait un peu moins les choses, mais elle s'occupait de Gaspard comme on s'occupe d'une poupée. Et puis voilà, donc les choses sont allées bien. Ils ont quand même eu une vie particulière parce que par exemple, ils allaient à l'école tout seuls à pied parce que Marie-Axel ne pouvait pas se séparer de Gaspard. Donc ils revenaient tous les 3 tout seuls. L'école était pas loin, mais ils allaient quand même à pied. Ils n'étaient pas bien vieux. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, on trouve qu'ils vont bien, mais on fait quand même attention à ce que ils aillent toujours bien. Et on les fait suivre chacun par des psychologues. Pour être certain que la blessure inévitable qu'a provoqué cette épreuve ne devienne pas quelque chose de dur. Mais voilà, on sera vigilant envers eux jusqu'à la fin, mais pour l'instant ils vont bien. Il y a Marie-Axel qui contrôle son mari. Bah tiens, sur le couple, il y a des questions. Quels ont été les éléments clés qui vous ont permis de tenir le coup, que ce soit dans votre vie de couple ou de manière générale? Il y a 2 questions comme ça qui vous avez dit votre couple avait été mis en danger un peu. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Alors là, j'avoue qu'on a vraiment cueilli le jour présent. Donc on sait qu'on ne pouvait pas partir et prendre quelques jours de vacances sans enfants tous les 2. Alors de temps en temps, on a confié Gaspard et nos 3 aînés à nos mamans, qui nous permettaient une petite sortie de quelques heures pour juste faire un petit resto ou quelque chose comme ça. On a essayé de savourer ces moments qui étaient très rares. Et on n'a pas vraiment calculé ni réfléchi la semaine d'après, en fait. Voilà, un genre de carpe diem, comme tu disais tout à l'heure, mais un bon carpe diem. Et Marie-Axel, la formation d'éthique que vous avez choisie, il y a un lien avec Gaspard? Oui, bien sûr. La formation d'éthique, elle est directement liée à Gaspard. Voilà, c'est un diplôme universitaire que je fais au Centre Sèvres. Et voilà, c'est toute la notion du soin, historique, politique, social, psychologique et anthropologique. Ouais. Merci Gaspard. Benoît, comment avez-vous géré avec votre travail? Vos collègues étaient-ils au courant? Avez-vous dû alléger votre rythme? Alors, effectivement, mes collègues ont été assez rapidement au courant parce que
dans l'institution militaire, il y a quand même il y a une indéniable prise en compte du facteur humain à un très bon niveau. Enfin, c'est même voilà, dans l'armée de terre, le souci du chef, c'est le souci de son subordonné. Et on dit toujours que voilà, l'armée ne fonctionne bien que si ses hommes ne vont bien. Donc moi j'ai été un chef militaire et j'ai toujours pris soin de mes hommes. Donc j'ai considéré à raison que mes chefs allaient faire pareil avec moi. Et donc je leur ai tout de suite rendu compte, comme on dit chez nous. Et ils l'ont pris en compte. J'ai pas allégé mon rythme de travail initialement parce que je préparais un concours. Donc au contraire, je pense que j'ai plutôt accéléré mon rythme de travail, en tout cas dans l'intensité. Mais ça m'a permis d'avoir une relation saine avec le travail. Je travaillais à fond, et puis, mais je travaillais pas le week-end à la maison, je travaillais pas le soir à la maison. Donc j'avais une relation saine avec le travail au début, quand Gaspard allait encore bien. Je travaillais beaucoup, mais je rentrais à une heure raisonnable. Et surtout, j'arrivais à vraiment faire la part des choses, de ce qui était important et de ce qui l'était un peu moins. Voilà, il ne s'agissait pas que Voilà, j'ai essayé. Et puis, une fois que j'ai réussi ce concours, en novembre 2015, je sentais quand même que Marie-Axelle avait besoin de davantage de présence de ma part. Et lors d'un pèlerinage à Cotignac, il y a un papa qui m'a dit qu'il faisait du télétravail et qu'il arrivait un jour par semaine, il était chez lui. Et en fait, ça a un peu fait tilt, enfin, avec 6 mois de retard, mais ça a fait tilt. Et j'ai fait ça, donc je posais un jour de vacances par semaine, grâce à un don de vacances qu'avaient fait mes collègues. Et je posais un jour par semaine, que je passais à la maison, ce qui soulageait un petit peu Marie-Axelle, ce qui lui permettait de sortir un peu la journée. Moi, je m'occupais de Gaspard, j'étais très heureux. Gaspard aussi, je crois, finalement, le plus heureux de nous trois, c'était Gaspard, qui était content que je passe du temps avec lui la journée, jusqu'à la fin. Et voilà, donc franchement, il y a eu une gestion de ma situation par l'institution militaire qui a été parfaite, et je leur rends gré. Deux questions qui sont les mêmes. Depuis l'ensièlement de Gaspard, comment vivez-vous son absence physique, en famille, au quotidien? Voilà, comment vivez-vous l'absence de Gaspard? Eh ben on le vit très différemment, donc je vais parler de la façon dont je le vis, puis après tu parleras de la façon dont tu le vis. Eh ben c'est très dur, mais de moins en moins dur. Voilà, initialement, enfin pendant les 6 premiers mois, c'était vraiment très difficile, parce que moi je suis assez tactile. Donc ne plus pouvoir toucher Gaspard, c'est vraiment très difficile. J'ai toujours du mal à regarder des photos de lui. D'ailleurs, dans la maison, on a plus de dessins de lui que de... On a des esquisses de Gaspard, mais assez peu de photos de lui. Je trouve ça encore très dur de regarder des photos. Donc moi, j'ai vraiment voilà, quand je vois une photo, j'ai vite les larmes aux yeux et ça me fait de la peine. Mais à côté de ça, je sens quand même vraiment sa présence. Et en fait, j'essaye plutôt d'appréhender sa présence spirituelle en lui parlant. Le soir à la prière, on lui parle, on lui confie nos intentions. J'essaie de lui parler la journée, de lui demander de m'aider pour des choses, un peu comme un ange gardien, mais un peu plus, quoi, un peu mieux. Voilà, mais c'est quand même indéniable que le temps fait son œuvre, et dire le contraire serait faux, d'autant plus mon esprit s'est préparé au fur et à mesure à sa disparition. Donc voilà, j'ai quand même une bonne rechute d'un mois et demi de bonne loose là, qui s'est terminée il y a 1 mois. Voilà, le processus de deuil il est long, il y a des marches arrière parfois, mais voilà, ça c'était pour moi. Ok, merci. Et pour moi, je suis plutôt dans la reconnaissance, d'avoir eu Gaspard 3 ans et demi. Je suis heureuse que cet enfant nous ait été confié. Et une part de moi est soulagée aussi de voir son corps souffrant ne plus souffrir. Et j'aime bien raconter que j'ai vraiment l'impression que Gaspard met ses 2 petites mains en écueil sous mon cœur et le porte et me soutient. Voilà. Axel, elle dit, j'aime bien, mais je ne l'ai pas dit donc je le dis parce que j'aime bien. Elle dit qu'elle a un peu la même relation avec Gaspard qu'elle avait avec ses enfants quand elle en était enceinte. Voilà, c'est une espèce de grossesse intérieure, une espèce de relation intérieure avec Gaspard qui est assez difficile pour nous les bonhommes de comprendre, mais que j'aime bien, et je trouve ça vraiment très beau, cette relation intérieure avec Gaspard, voilà, qui est celle qu'on devrait pouvoir avoir. Si on avait une belle foi, j'aimerais avoir cette même relation-là avec toutes les gens qui sont au ciel.
Merci. Deux questions qui se complètent, mais priez-vous régulièrement quand Gaspard est malade ou avant Gaspard? Je pense que ça veut dire, est-ce qu'avant Gaspard vous priez? Puis l'autre question, c'est du coup, comment la vie de Gaspard a changé, fait évoluer, transformé votre relation à Dieu? Alors, elle l'a fait profondément évoluer, et la prière en a effectivement un très bon exemple. Au début, on avait une prière un peu erratique, une vie de prière familiale un peu erratique, et avec Gaspard, elle est devenue hyper régulière, et il n'y a pas de doute, la régularité, c'est quand même ce qui fait la force de la prière. Donc pour prier, on priait tous les soirs avec Gaspard. Donc comme Gaspard ne pouvait pas bouger, c'était simple. Le coin prière, c'était Gaspard. Donc on se mettait tous à genoux au pied du lit de Gaspard. Au-dessus de il était contre un mur, et donc au-dessus de son mur, on avait mis un petit crucifix joli, quelques images jolies, et on priait avec Gaspard chaque soir. On priait parfois pour qu'il guérisse, mais pas toujours. On priait surtout pour qu'on ait la force d'accepter son départ, pour qu'on ait une belle vie sur la terre, pour pouvoir le rejoindre au ciel. Et je crois que c'est la prière qu'on dit chaque jour. Mais Gaspard, aide-nous à avoir une belle prière, à avoir une belle vie sur terre pour te rejoindre un jour au ciel. On croit profondément à l'intercession de Gaspard. Voilà, c'est quelque chose qu'avant c'était un peu bidon pour nous. Voilà, on croit profondément que Gaspard intercède pour nous. Alors un jour, les enfants nous ont dit, mais ça veut dire quoi intercéder? Bon, on a dit un peu, Gaspard il tire la manche de Jésus, quoi. Il dit, faut regarder là, c'est là-bas qu'il faut prier. Et donc voilà, c'est ça l'intercession. Et je crois que donc on le demande à Gaspard d'intercéder pour nous. On a une vie de prière qui est toute consacré à obtenir des grâces pour nous, et surtout, on nous demande de prier pour des dizaines de personnes. Donc on passe du temps. Voilà, dans le TGV, tout à l'heure, j'ai resté mon chapelet, parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont dit il faut prier pour Gaspard. Faut demander à Gaspard de prier pour, je sais pas quoi, ma fille qui passe médecine demain, et pour un autre truc plus grave. Donc voilà, et on aime vraiment le faire. Et les enfants, ils ont cette même capacité de prier. Puis comme Gaspard parlait pas, on lui parlait déjà quand il était vivant. Et alors on lui parle de la même façon maintenant qu'il est mort. Voilà, Gaspard, aide-nous, s'il te plaît, demain pour l'école. Voilà, quand il était vivant, on lui parlait comme ça. Maintenant qu'il est au ciel, on lui parle exactement de la même façon. Et en fait, cette vie intérieure qu'on avait avec une personne physique, on essaie d'avoir le même dialogue avec le ciel. Voilà, donc Gaspard, il nous a aidés à prier. On prie Jésus comme on priait Gaspard, comme on parlait à Gaspard. Voilà, donc notre vie de foi, elle est évidemment plus belle parce qu'elle a mis de ce fait notre espérance du ciel au cœur de notre projet familial, c'est un peu débile comme terme, mais de notre vie de couple, de notre vie de famille. Alors, je vous dis un truc. Et du coup, cette phrase « Je passerai mon ciel à faire du bien sur terre », elle est là, cette fécondité? Et on peut demander à Gaspard? Ah oui, il faut prier Gaspard. Voilà. Parce que il passera son ciel à faire du bien sur la terre, et il le fait déjà. On en est les 2 plus indignes bénéficiaires, comme on dit. Voilà, on prie Gaspard chaque jour, et effectivement, mais tous les saints du ciel, toutes les âmes, les belles âmes du ciel n'ont qu'une hâte, c'est qu'on les sollicite et qu'on les prie. Voilà, on a aussi un peu appris à nos enfants à prier pour les âmes du purgatoire, parce qu'on a bien vu que Gaspard, on a une chance inouïe, on sait qu'il est au ciel, on ne s'est même pas posé la question. Le jour de son enterrement, les prêtres, ils étaient en blanc. Voilà, les 8 prêtres, ils étaient en blanc. Ils ne sont pas mis en violet. Ils étaient en blanc, parce que Gaspard est au ciel, c'est certain. Et donc, il faut en profiter. Quand on sait qu'on a un mec en roco au ciel, avant tout le monde, il faut le prier. Et on vous demande de le prier, et voilà. Même si on lui demande d'abord s'occuper de nos intentions à nous. Mais je sens que son cœur est tellement grand à Gaspard on peut. Le temps passe, et du coup on va devoir se séparer, mais non pas. On va d'ailleurs prier et demander à Gaspard de tirer la manche de Jésus sur chacun d'entre nous, et chacune des personnes qu'on porte dans notre cœur qui a besoin de cet immense amour de Jésus. Mais j'ai envie de vous dire un immense merci, Marie-Axel et Benoît, de nous avoir fait entrer un peu dans ce mystère et dans cette phrase qui a été dite par Jean-Paul II, que la maladie, la mort n'auront pas le dernier mot dans l'existence, c'est l'amour. Et je pense que Gaspard vous a
vous a fait entrer dans ce mystère-là et que ce soir, vous nous avez aidé à entrer un petit peu dans ce mystère-là de l'amour qui est plus fort que tout et qui sauve, de fait, et qui sauve, et que notre espérance à tous, elle est d'entrer dans cette plénitude d'amour dans laquelle est Gaspard aujourd'hui. Il vous attend en premier, je suis d'accord, mais nous en second. Hein. Voilà. Je me souviens qu'un jour, c'était une conférence au CH, Nicole Carré, qui avait été très malade, avait dit: la vie est tellement grande qu'elle peut tout contenir, même la mort. Et ça dit un peu de la vie de Gaspard. Donc on va se tourner vers celui qui est la source de cet amour pour lui chanter un beau Notre Père. Avant ça, j'ai envie de dire qu'on peut vous retrouver de deux façons, ça a été dit, mais je vais le redire bien. Le 5 février, il y a ce film dont on vient d'avoir la bande-annonce sur KTO à 20h30. En tout cas, vous vérifierez, mais c'est en prime time pour prendre un terme moderne. Gaspard, soldat de l'amour. Ça sera une belle façon d'entrer un petit peu plus dans ce don qui est Gaspard. Et puis ce livre, donc Gaspard entre terre et ciel, au CERF, qui sort fin janvier, et là aussi qui nous permettra de continuer de partager ensemble. Exactement, il y a aussi la page Facebook sur laquelle vous pourrez remonter tout le fil de la vie de Gaspard. Voilà, moi j'aime bien remonter les posts. Il a vraiment une belle vie, une valeur immense, sa vie a une valeur immense.